Bonjour à tous, bienvenue à ADN-GN où nous tentons de mieux comprendre ce qui constitue l'ADN du GN. Mon nom est Guillaume, organisateur de jeux de rôle grandeur nature, et aujourd'hui nous parlerons de théâtre collaboratif. Good. Very good. Le duché de Bicoline, où des milliers de participants se rassemblent pour fêter et combattre. Une soirée de vampires la mascarade, où d'occultes vampires se rencontrent afin de tirer les ficelles du monde des ombres. Le College of Wizardry, où une centaine d'apprentis sorciers s'imprègnent physiquement et émotionnellement d'un univers magique. Les exemples de jeux de rôle grandeur nature sont légion dans le monde. Cependant, ceux-ci sont aussi différents les uns des autres que peuvent l'être les sports entre eux. En théorie, le hockey, le basketball et l'escrime sont tous des sports après tout. Pourtant, en dehors de quelques caractéristiques extrêmement larges, on ne saurait les mettre dans un même panier. Le cas des jeux de rôle grandeur nature est similaire. Le fait que le terme GN soit un tel fourre-tout de style n'aide en rien l'explication de celui-ci à des moldus en matière de jeux de rôle. You're a wizard, Harry. Participer à un GN, c'est parfois crier des chiffres en donnant des coups d'épée de latex. Parfois râler en tant que zombie affamé, parfois lancer des ordres au copilote de son vaisseau spatial, et parfois même lancer de puissants sortilèges. Pour le commun des mortels, il y a de quoi être perdu. Dans sa généralité, nous pourrions définir le GN comme la création d'une fiction narrative, imaginée, créée et incarnée, en commun par ses participants. Mais attention, même cette définition large a des failles. Par exemple, pourrait-on imaginer un jeu de rôle pratiqué en solitaire? Et au-delà de ces possibles failles, cette définition ne révèle aucunement comment doser ses composantes afin d'obtenir un GN. Pour ces raisons, plutôt que de discuter de généralité, nous nous pencherons sur l'une des façons de concevoir le GN, en tant que théâtre collaboratif. Le théâtre collaboratif est une notion directement issue du monde du théâtre. Habituellement, le théâtre est conçu comme un spectacle éphémère. On y assiste à la prestation d'un comédien qui s'offre à des spectateurs qui, de leur côté, l'observent et l'écoutent. C'est le classique malade imaginaire de Molière, où les spectateurs sont témoins du déroulement d'une série de péripéties jouées devant eux. Le théâtre collaboratif, aussi appelé parfois théâtre forum ou théâtre des opprimés, est un type particulier de théâtre amenant le spectateur à entrer directement dans l'action dramatique. C'est une sorte de lutte où le jeu possède des règles bien établies. Dans un premier temps, on présente un spectacle comme un anti-modèle, comme un spectacle conventionnel dans lequel le personnage principal vit une oppression qu'il ne parvient pas à surmonter. Dans un deuxième temps, les spectateurs sont invités à identifier des scènes clés, lors desquelles des gestes ou des paroles auraient pu être réalisés autrement afin d'éviter la situation d'oppression. Finalement, les acteurs improvisent les conséquences des suggestions des spectateurs, modifiant à leur guise le jeu dramatique. En somme, les spectateurs et les acteurs travaillent de pair afin de construire une nouvelle histoire. Le théâtre collaboratif est surtout apprécié pour sa capacité à faire prendre conscience des causes concrètes d'une problématique. Par exemple, mettre en scène une situation d'intimidation scolaire menant à une bagarre, puis demander au public à quel moment la crise aurait pu être désamorcée. Le théâtre collaboratif semble donc avoir des liens forts avec le jeu de rôle grandeur nature. On y retrouve plusieurs éléments communs. Premièrement, une proposition initiale. Les participants ou spectateurs ne créent pas à partir de rien. On leur soumet un univers ou une situation desquels ils doivent s'imprégner. Deuxièmement, une fenêtre d'action. Le maître de jeu ou le metteur en scène insère dans la proposition initiale des enjeux non résolus, ce qui démontre aux intervenants qu'ils ont un rôle à jouer dans leur résolution. Autrement dit, l'univers ou la situation doivent déjà porter en eux-mêmes la possibilité d'agir et ne pas être clos. Si le récit n'a pas besoin de l'intervention d'un personnage ou d'un spectateur, pourquoi faudrait-il intervenir? Troisièmement, une invitation à l'action. Le maître de jeu ou le metteur en scène invite sincèrement les personnages ou spectateurs à articuler leurs pensées et à agir. Ils sont invités à contribuer personnellement,
à la proposition initiale, afin de l'altérer et de l'approfondir. C'est à la suite de cette invitation que les participants agiront. Quatrièmement, une rétroaction immédiate. Les personnages ou spectateurs peuvent voir immédiatement le résultat de leur choix. Que ce soit en les incarnant eux-mêmes ou en les observant, ils sont tout de suite mis devant les conséquences de leurs actes ou décisions. Cinquièmement, une transformation. Facultativement, l'ensemble de ces éléments, dans un contexte adéquat, peut entraîner chez le spectateur ou le personnage participant une transformation. Que ce soit en modifiant ses croyances, sa personnalité ou son attitude par rapport à la réalité, il va ressortir changé de son expérience. Afin de mieux visualiser cette structure, observons un exemple dans le cadre d'un GN. Nous sommes dans le modeste village forestier de Grand Chêne. Depuis des années, aucun voyageur n'est passé par là, ceux-ci ne pouvant traverser l'épaisse forêt qui entoure le village. Or, il y a une semaine de cela, une caravane étrangère a été aperçue à la lisière des bois. Rapidement, un messager rapporte la nouvelle dans le village, ce qui cause l'émoi. Que feront les villageois? Chasser la caravane? Lui voler ses marchandises? L'espionner? Après un conseil du village mouvementé, les villageois décident d'espionner la caravane. Ils apprennent alors que la forêt est en train d'être rasée et que bientôt, ils seront envahis par des étrangers menaçants. Cette découverte suscite un vent de panique chez certains, tandis que d'autres prennent les armes afin de protéger leur mode de vie. Bien sûr, la plupart des GN mettent en scène cette structure. C'est ici que la notion d'essence est importante. Faisons un parallèle avec le domaine du cinéma. Pensons à deux films, Le Cercle et Jurassic Park. Le Cercle est un film faisant de l'horreur sa vocation principale, son essence même. L'entièreté du scénario et de la mise en scène est conçue afin de susciter la peur chez le spectateur. Jurassic Park, quant à lui, met parfois en scène des moments effrayants, mais a d'abord et avant tout une vocation de film d'action. Tout comme les films relèvent de certains genres particuliers, les GN ont aussi des tendances qui leur sont propres et les distinguent. Il ne faut donc plus tenter de les appréhender comme étant d'abord et avant tout des GN au sens large, mais se pencher plutôt sur ce qui constitue leur essence. Ce qu'on note quand on étudie notre définition de théâtre collaboratif, c'est qu'on n'y parle aucunement de combat à l'arme de latex, de points d'expérience, ou même de systèmes de règles techniques. Pourtant, dans plusieurs GN, éliminer ces considérations reviendrait à tuer l'événement. Que serait une aventure de Donjons et Dragons classique, sans fiches chiffrées et points d'expérience? Que serait le duché de Bicoline sans sa grande bataille? Que serait Vampire la Mascarade sans statistiques permettant de distinguer le puissant du faible? Yes! Nighttime. C'est là que nous comprenons mieux ce que l'on entend par faire du théâtre collaboratif l'essence d'un jeu de rôle. Un GN conçu sous cette forme peut exister sans point d'expérience, pouvoir magique ou habileté, en se concentrant exclusivement sur l'interaction ou la collaboration entre les intervenants. Quelle conclusion tirer de tout cela? Premièrement, qu'il ne faut comparer les GN entre eux que très prudemment, ceux-ci ayant chacun une essence particulière. Plus encore, nous gagnerions grandement à les comparer à d'autres pratiques culturelles et sportives. Par exemple, des événements comme Vampire la Mascarade peuvent tirer des leçons intéressantes de jeux de gestion et de grands complots historiques. Inversement, avec son ampleur et son accessibilité, Bicoline tire profit, du moins pour sa grande bataille, à observer les bons coups des festivals et autres événements grand public. De la même manière, un jeu de rôle ayant pour essence le théâtre collaboratif serait sage de se tourner vers le théâtre lui-même pour se raffiner. Deuxièmement, la priorité d'un GN axé sur le théâtre collaboratif devrait être la création d'un dialogue vivant et dynamique entre les participants eux-mêmes et avec l'univers. Pour qu'il y ait jeu au sens théâtral, le participant doit sentir qu'il y a dans les scènes qu'on lui propose une façon d'agir afin de réaliser une transformation. Que cette transformation passe par le changement du personnage lui-même ou d'un état de fait, cela dépendra de la situation. Toutefois, du moment que le GNiste sent que le scénario est écrit d'avance, que son interlocuteur ne cherche qu'à remporter une joute sans désir de transformation, ou qu'un maître du jeu fait la sourde oreille aux initiatives, il se sentira floué dans son désir de se prêter au jeu. Troisièmement et finalement, chacun peut en tirer des leçons concrètes. Par exemple, le joueur pourra se questionner. Suis-je réellement à l'écoute des autres joueurs lors d'une scène? Est-ce que mon jeu évolue au gré de mes interactions avec eux? Un maître de jeu pourra aussi se questionner. Par exemple, ma proposition de jeu est-elle ouverte aux actions des joueurs? Est-ce que je suis réellement à l'écoute des initiatives?
Mon univers est-il sujet à être transformé? En conclusion, considérer le GN sous l'angle du théâtre collaboratif nous rappelle que c'est dans le souci de l'autre, de l'écoute de son jeu, et dans la transformation de notre propre jeu que réside, bien souvent, la base d'un jeu de rôle enrichissant.